Je souhaite à toutes et tous la bienvenue en cette journée de réflexion ayant pour thème Cégep Inc., la destruction programmée de la culture. L'ANAPAC, en partenariat avec la chaire UNESCO d'études des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique, a cru essentiel la tenue d'un tel événement aujourd'hui, car depuis la publication du rapport de Mers en juin 2014, et sa mise en œuvre confiée au comité Rouillé, l'inquiétude et l'incertitude quant au sort réservé à la formation générale offerte actuellement dans les cégeps sont partagées tant par les membres de la communauté collégiale et universitaire que par les membres de la communauté artistique et culturelle. C'est pourquoi nous avons choisi de remettre en question les problèmes soulevés par la réforme de Mers sous l'angle d'une rupture, avec le souci pour l'humanisme et la culture que l'on trouvait dans le rapport Parent, et qui devrait être au cœur de toute définition du rôle de l'école. Le rapport de Mers, avec sa fascination pour le seul environnement économique, représente une volonté décomplexée d'en finir avec les processus d'institution de la personne humaine, d'institutions scolaires, d'entrer dans une culture et une société au seul profit d'une intégration fonctionnelle à la reproduction et réfléchie d'un système. Les enjeux économiques sont préoccupants, de même que la viabilité de certains cégeps régionaux. Cependant, il ne saurait être pensé dans l'oubli que les cégeps sont enracinés dans une langue, une culture et une collectivité politisée qu'ils dynamisent en retour. C'est notamment dans cet esprit que nous avons convié les différents panélistes de la journée à s'exprimer à l'occasion de 3 tables rondes regroupées sous 3 thématiques qui sont, tout d'abord, la liquidation programmée de la culture, le rapport de Mers et le Cégep Inc. La deuxième table, crise de la culture, quelle école pour faire quelle société? Et la dernière table, la culture, conditions du partage et de la suite du monde. Une période de questions d'échange est prévue à la fin de chacune des tables. Donc, une période de questions d'une vingtaine de minutes, 15-20 minutes. Donc, je tiens aussi à souligner que ce rassemblement est possible grâce au soutien financier du Collège Huntsic, du Cégep de Sainte-Foy, du Cégep Édouard-Montpetit, du département de philosophie de l'UQAM ainsi que de la Société de philosophie du Québec. Mais avant de passer à notre première table ronde, nous avons l'immense privilège de débuter la journée par une conférence d'ouverture de M. Guy Rocher. M. Rocher est sociologue, a enseigné la sociologie à l'Université Laval, a été professeur titulaire au département de sociologie et chercheur au Centre de recherche en droit public de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Il est maintenant professeur émérite et aussi professeur associé à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Il a été membre de la Commission royale d'enquête sur l'enseignement, la Commission Parent, et a participé à la rédaction du rapport de cette commission. Il a aussi été sous-ministre au développement culturel et au développement social au Conseil exécutif du gouvernement du Québec. Dans cette fonction, il a participé à l'élaboration et la mise en application de la Charte de la langue française. Il a publié de nombreux articles et une vingtaine d'ouvrages, entre autres une introduction à la sociologie générale, Le Québec en mutation, études de sociologie du droit et de l'éthique, et en collaboration entre les rêves et l'histoire, théorie et émergence du droit et la loi 101 de l'école primaire à clientèle pluriethnique. Monsieur Rocher. Merci, Amélie, merci. C'est très gentil. Bonjour, chers collègues. Je suis très impressionné par votre présence ici. Comme disait Amélie, d'ailleurs, un beau samedi matin qui est une fin d'été si agréable. En réalité, pour moi, c'est un gage d'avenir parce que vous êtes ici pour parler d'un sujet austère. On parle beaucoup d'austérité, mais c'est dans un autre sens qu'on emploie aussi le mot austère, dans un sens plus moral, c'est-à-dire un sujet sévère qui va nous occuper aujourd'hui. Et pour aborder ce sujet sévère, je vais le faire, ne vous étonnez pas, à partir du rapport Parent. Mais je le fais d'une manière assez particulière parce que je le fais partir d'une question qui sort du rapport Parent, bien sûr, une question qui va être au cœur de mon exposé. Pourquoi le cégep? Point d'interrogation. La réponse, vous la connaissez, je pense. Vous avez tous lu le chapitre 6 du tome 2 du rapport Parent. Et je ne le résume pas inutilement.
Simplement pour vous dire que ce chapitre, les commissaires n'ont beaucoup travaillé parce que les commissaires avaient le sentiment de faire une proposition étonnante et révolutionnaire à l'époque, c'est-à-dire de faire que les institutions d'enseignement secondaire et collégial, collège classique, école normale, institut de technologie, allaient être rassemblées dans une nouvelle institution qui allait s'appeler le Cégep, une institution publique non confessionnelle à l'époque. Donc, les membres de la commission n'avaient pas le sentiment que ce serait facilement accepté et même que ce serait probablement rejeté. Donc, ils ont pris soin de bien justifier cette proposition. Je ne reviens pas sur leur justification, je veux seulement présenter le pourquoi du Cégep dans le contexte, un des contextes de l'époque. Ce contexte, c'est le contexte économique de l'époque. Pourquoi? Parce que, en réalité, au début des années 60, le gouvernement, les intellectuels avaient des préoccupations économiques importantes. Pourquoi? Parce que, au début des années 60, nous avions le sentiment que le Québec était engagé dans une petite révolution industrielle. Je dis petite parce que, comparé à la grande révolution industrielle du monde, c'était notre révolution industrielle. Mais depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on sentait que le Québec était entré dans une nouvelle ère économique, qu'il était en train de s'industrialiser. Et le gouvernement Lesage, le gouvernement libéral Lesage, arrivant au pouvoir en 1960, arrivait avec des préoccupations économiques pour que ce fait, c'est-à-dire cette révolution industrielle, elle soit orientée et qu'elle soit guidée et qu'elle soit efficace. Et c'est en ce sens que le gouvernement Lesage a créé des institutions comme l'Hydro-Québec, comme les centres de dépôt et de placement, etc., pour activer l'économie québécoise, pour en faire une économie de production. En réalité, en 1960, on se disait, c'est la fin de la mission agricole du Québec. C'est la fin de la mission, c'est la fin d'un Québec où les Canadiens français sont la main-d'œuvre non qualifiée. Par conséquent, ce sur quoi j'insiste, c'est que lorsque le gouvernement du Québec, en 1960, aborde la réforme de l'éducation, il le fait à partir de ses préoccupations économiques. Cela est très important. Et comment le gouvernement aborde-t-il cette réforme de l'éducation dans cette perspective? Eh bien, il l'aborde parce que, pour réaliser la révolution industrielle en cours et pour la mieux réaliser, le gouvernement du Québec était très préoccupé par la main-d'œuvre qualifiée qui manquait à l'époque. Et donc, le gouvernement du Québec demandait au système d'éducation de former la main-d'œuvre qualifiée dont nous allions avoir besoin rapidement dans les années qui venaient pour assurer cette phase d'industrialisation le mieux possible et pour l'assurer aussi au profit des Canadiens français. Comment se manifeste cet intérêt économique ou cette perspective économique du gouvernement pour la réforme de l'éducation? De deux manières en particulier. La première, c'est que quand le gouvernement Lesage a pris la décision de nommer une commission d'enquête sur l'éducation, comme il l'avait promis dans son programme électoral, il a décidé que cette commission devait être présidée par un homme d'affaires. Et non seulement il a décidé que ce serait un homme d'affaires, mais il est allé demander à un homme d'affaires de présider cette commission, cette nouvelle commission. Il s'est adressé à quelqu'un qu'on ne connaît plus aujourd'hui, mais qui était très important à l'époque, M. Lucien Rolland, le propriétaire de l'entreprise Rolland, la papeterie Rolland, qui fournissait tout le papier sur lequel on écrivait. M. Rolland n'a pas accepté.
C'est un fait historique très important. Et alors, le gouvernement, qui est capable de faire des virages extraordinaires, comme tous les gouvernements, se retourne et s'adresse à qui? Il s'adresse à un membre du clergé. Il va chercher Monsieur Parent, ancien recteur de l'Université de Montréal. Donc, on passe du pouvoir économique au pouvoir ecclésiastique pour présider cette commission d'enquête. Deuxième grand fait, et beaucoup plus important que le premier, avant de créer la commission Parent, le gouvernement a créé 3 comités de travail sur la préparation de la main-d'œuvre pour le Québec. Un comité qui s'est appelé le Comité d'études sur la formation technique et professionnelle, dont l'objectif était de préparer rapidement les techniciens variés dont on avait besoin pour engager le mouvement et pour améliorer la main-d'œuvre dans la période de transition industrielle. Donc, un comité d'études sur la formation professionnelle et technique. Le deuxième, un comité d'études sur la formation agricole. Parce qu'on disait, nos agriculteurs sont trop ignorants, ils ont besoin d'une bonne éducation, donc il faut une école d'agriculture, une école de formation agricole pour les jeunes agriculteurs dans une période où on va s'engager dans une industrialisation de l'agriculture. Troisième comité, un comité sur l'éducation des adultes. Parce que beaucoup d'adultes n'avaient pas eu l'occasion de s'instruire suffisamment, donc on voulait leur donner l'occasion de s'instruire rapidement ou encore de se recycler en vue de leur efficacité dans la main-d'œuvre ou sur le marché du travail. Ces 3 comités ont été très importants dans l'esprit du gouvernement. Le plus important, c'est le premier, sur la formation technique et professionnelle, bien sûr, parce que c'est celui qui était le plus urgent et celui qui allait couvrir le plus de monde. Alors, ce qui montre bien que le gouvernement lui accordait une importance primordiale, c'est qu'on a nommé pour le présider Arthur Tremblay. Arthur Tremblay, qui était le premier conseiller de Paul Général-Lajoie, qui était son bras droit, qui d'ailleurs allait être le premier sous-ministre par la suite et un des grands agents de la réforme du système d'enseignement québécois. Si bien que ce comité a le mandat de déposer rapidement un document parce que le gouvernement est pressé. Il est pressé parce qu'il tient à ce que cette main-d'œuvre soit rapidement formée et qu'on voit à de nouvelles institutions. C'est donc dès 1962 que le comité Tremblay remet son rapport. Ce rapport, il est important pour nous parce que je vous dirais que ce rapport, c'est l'ancêtre du rapport Demers. Le rapport Demers et le rapport Tremblay portent tous les deux sur la main-d'œuvre technique et professionnelle, sur la formation de la main-d'œuvre technique. Et ce qui est important, me semble-t-il, c'est de comparer, un jour, j'espère qu'on le fera, comparer le rapport Tremblay et le rapport Demers. Mais je peux vous dire tout de suite une importante différence. C'est que dans le rapport Tremblay, non seulement le comité cherche-t-il à répondre à la demande, c'est-à-dire de voir à la formation du personnel technique et professionnel, mais en même temps, le rapport Tremblay insiste sur le fait que une formation générale, une culture générale doit être intégrée dans la formation technique et professionnelle, que cela en fait partie. Alors que, comme vous savez, vous avez lu le rapport Demers. Dans le rapport Demers, la formation générale arrive à la toute fin, un peu comme un appendice. Et le rapport Demers n'a absolument rien à dire sur la formation générale, sauf pour dire que c'est important. Mais sur le contenu, il ne dit rien. Il se réfère
À quoi? Il se réfère au Conseil supérieur de l'éducation et à l'expérience ontarienne. C'est ce que de rapport. Je crois que la différence est importante entre le climat de l'époque de 1960 et le climat de 2015. Le rapport Tremblay est important pour une autre raison. C'est que le cégep est sorti en partie du rapport Tremblay. Pourquoi? Parce que le rapport Tremblay a été important dans la mesure où il montrait la nécessité, et il insistait là-dessus, sur la nécessité d'une bonne formation générale pour tout étudiant qui passait à travers le cours de technique et professionnel. Et que cela faisait partie de toute institution qui allait former les techniciens et les professionnels de ce niveau. Et donc, ce qui est arrivé historiquement, c'est que, aux yeux de la commission Parent, la manière de réaliser l'objectif du rapport Tremblay, une des manières, c'était de réunir dans une même institution tout l'enseignement de niveau collégial, c'est-à-dire tout l'enseignement qui, à cette époque, était de niveau collégial, les collèges classiques de filles et de garçons, les écoles normales, les instituts de technologie, pour que, à l'intérieur d'une même institution, les élèves qui se préparent à l'université et les élèves qui sont dans des orientations techniques et professionnelles reçoivent le même enseignement de culture générale, qu'ils aient les mêmes professeurs. Et le rêve de la commission Parent, c'était de voir dans une même classe des élèves se préparant à l'université et des élèves se préparant à une vocation technique et professionnelle, assis dans la même classe, écoutant le même professeur de philosophie, ou d'histoire, ou de littérature, ou de sciences politiques. C'était le rêve de la commission Parent. Et pourquoi ce rêve? Parce que il était clair aux yeux du rapport Tremblay et de la commission Parent qui avait endossé le rapport Tremblay, il était clair que cette cohabitation des professeurs enseignant à des élèves à différents niveaux, des professeurs enseignant à des élèves qui s'en allaient vers différentes orientations, que ce soit les mêmes professeurs qualifiés qui allaient enseigner ainsi. D'autant plus que nous étions bien conscients en 1960 que le Québec était un pays limité, démographiquement limité, et que nous n'avions pas, comme disons les États-Unis, l'abondance de ressources humaines et physiques pour disperser l'enseignement de la philosophie et de l'histoire. Il fallait donc le rassembler dans cette institution qui allait être le cégep. Pourquoi le cégep? Eh bien, voilà une première réponse. C'est en particulier pour une formation complète des élèves qui s'orientent qui prennent les orientations techniques et professionnelles. C'est en pensant particulièrement à ces élèves que le rapport Parent a voulu créer le cégep. D'autant plus que nous avions l'impression, le sentiment, que la majorité des étudiants allaient s'orienter vers les orientations professionnelles et techniques, beaucoup plus que vers l'université. Si j'évoque cette période, il me semble que ce n'est pas par nostalgie, bien que probablement ça l'est un peu de ma part. Mais je l'invoque parce que je veux bien insister sur le fait que
Depuis 1960, nous avons vécu maintenant une période autre. Depuis 50 ans, nous avons traversé tout un autre monde qui est bien différent de celui dans lequel a été fondé le Cégep en 1960. Que s'est-il passé? Eh bien, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que vers les années 1980-90, le monde occidental a connu une rupture importante. C'est-à-dire que c'est à ce moment que apparaît sur la scène et que se développe le néolibéralisme. C'est à ce moment-là qu'on remet en question l'État-providence. C'est à ce moment-là qu'on revient sur les réformes déjà engagées. Et c'est à ce moment-là que apparaît une nouvelle attitude, je dirais, c'est la prédominance de l'économie. La prédominance de l'économie, à la fois dans les faits, la prédominance de l'économie dans les esprits, la prédominance de l'économie dans les politiques. Et par conséquent, de plus en plus apparaît la pression des exigences de l'économie qui s'est multipliée sur l'ensemble de nos vies. Cette présence de l'économie qui va se développer, qui est devenue dominante, cette présence de l'économie, elle se manifeste de différentes manières. Elle se manifeste d'abord dans ce qu'on appelle la mondialisation, qui en fait, la mondialisation est un fait économique, c'est la multiplication des multinationales au-delà des États. Et c'est une mondialisation financière, un énorme monde financier qui s'est installé maintenant et qui, lui aussi, est indépendant des États. Un monde industriel et financier international qui dépasse l'opposition entre le capitalisme et le socialisme. Elle intègre cette nouvelle économie mondiale tout autant des États socialistes que des États capitalistes. Deuxièmement, cette économie, elle se manifeste dans l'importance qu'a pris le marketing, la publicité, le marketing, qui s'engage dans une productivité toujours croissante et par conséquent une consommation toujours croissante. Ce sont les principaux faits qui marquent ce que je peux appeler la domination de l'économie. Mais ce qui, à mon avis, est le plus important de cette domination de l'économie, et ce fait qui nous concerne tous, nous, c'est l'omniprésence maintenant de ce qu'on appelle l'économie du savoir. L'économie du savoir, c'est-à-dire l'économie par le savoir et le savoir pour l'économie. C'est cette relation de double causalité entre l'économie, la prospérité économique et le savoir qui s'est installée dans non seulement l'idéologie, mais dans les faits. Cela veut dire que le savoir maintenant est de plus en plus instrumentalisé dans la perspective de la prospérité. Le savoir est maintenant défini comme étant essentiel à la prospérité et au développement économique. Je lisais récemment la déclaration d'un homme d'affaires en même temps universitaire américain disant « The engines that drive our nation
are education, science and technology. C'est très fort. L'économie du savoir provient du fait que, tout d'abord, on s'est engagé, depuis la Deuxième Guerre mondiale, dans une fusion de la science et de la technologie. C'est ce qui fait la grande force de la science contemporaine, c'est qu'elle s'appuie sur la technologie et qu'en même temps, la technologie se nourrit de la science et que maintenant, elles sont comme presque identiques l'une à l'autre, identifiées l'une à l'autre. Nous parlons de la technoscience maintenant, parce que la science et la technologie, ce qui fait la puissance de la science et de la technologie, c'est cette fusion. Et l'impact de cette fusion se fait ressentir en particulier dans la concurrence internationale, car la concurrence internationale, elle est basée sur l'économie du savoir dans chaque pays. La manière dont chaque pays utilise le savoir, ou ce que l'on appelle le transfert des connaissances, en vue de la prospérité. Et cette concurrence internationale, elle se manifeste sur le plan économique, sur le plan financier, bien sûr sur le plan politique, mais qui dépend de plus en plus de l'économie. Et cette concurrence internationale, elle se manifeste sur le plan culturel, dans nos vies d'intellectuels. Pourquoi? Parce que, étant donné ce rôle du savoir dans l'économie et dans la prospérité, nos universités maintenant sont engagées sur le plan international dans une concurrence. Nous sommes victimes des palmarès des universités internationales. Nous sommes victimes de la quantification de nos publications. Nous sommes victimes non seulement de la quantification de nos publications, nous sommes victimes de la quantification des citations de nos publications. Je dirais même que maintenant, la quantification des citations a passé devant la quantification des publications. On est jugé sur le nombre de fois que nous sommes cités dans les grandes revues internationales. Cela veut dire une chose très importante pour nous, c'est que l'économie du savoir, elle est très dangereuse parce que, enfin, elle valorise le savoir. Enfin, l'économie du savoir valorise les porteurs du savoir que nous sommes, nous, les professeurs. C'est le fait le plus insidieux. Et à mon avis, c'est la menace la plus grande que notre vie intellectuelle n'a jamais eue à travers l'histoire, c'est que, à travers l'économie du savoir, nous devenons importants. Comme nous n'avons jamais été comme intellectuels, comme chercheurs, nous devenons importants pour l'ensemble de la société et surtout pour la prospérité de la société. Non seulement cela, mais je dirais que l'idéologie de l'économie du savoir va plus loin encore. Elle engendre une certaine morale du fait qu'il est bien, il est normal, il est heureux que la recherche scientifique serve l'économie. Il est heureux que les professeurs des collèges et des universités soient au service de la main-d'œuvre de la société. Il est heureux que les professeurs et les professeurs des universités aient la préoccupation de la prospérité qui dépend des élèves qui sont en train de former. Si bien que l'économie du savoir fait peser sur nous, comme chercheurs, comme professeurs, comme intellectuels,
une responsabilité citoyenne. Cela est vrai pour la recherche en particulier. Cela est vrai aussi pour nos institutions d'enseignement. Ce qui fait que j'ai vu au cours des années de ma vie de professeur changer la culture de nos institutions d'enseignement supérieur, collégiales et universitaires. Elle a changé dans le sens où nous avons pris conscience que notre rapport à la prospérité de la société est réel et que cela nous valorise. Je lisais dans Le Devoir hier, par exemple, que le maire Coder de Montréal a nommé un conseiller, c'est-à-dire un conseiller municipal et élu, pour, dans la fonction suivante, ce conseiller s'occupera de l'éducation et des universités de Montréal. Et le maire Coder explique que c'est un poste important. Pourquoi? Parce que, dit-il, les universités apportent de la prospérité à Montréal. Voilà la justification de cet important poste. Un exemple qui nous touche peut-être encore de plus près, nous qui sommes dans les sciences humaines. Ma collègue André Lajoie a publié il y a quelques années, en 2009, un ouvrage assez fracassant qu'elle avait intitulé « Vive la recherche libre », en souvenir de De Gaulle, sans doute. Et André Lajoie était la personne la plus autorisée pour écrire sur l'évolution des subventions à la recherche dans les sciences humaines et sociales, parce que André Lajoie est la personne qui, à ma connaissance, dans le monde universitaire, est allé chercher le plus d'argent dans les organismes subventionnaires canadiens et québécois. C'était sa grande mission dans la vie universitaire. Elle le dit elle-même, d'ailleurs, elle est allée chercher des millions. Or, à la fin de sa carrière, les organismes subventionnaires canadiens lui ont offert une bourse. Et elle a utilisé cette bourse pour analyser l'évolution des organismes subventionnaires en disant « je mords la main qui m'a nourri ». Et ce que montre son ouvrage, c'est comment nos organismes subventionnaires canadiens et québécois sont allés d'une philosophie où on respectait la recherche libre, la recherche volontaire, la recherche libre, pour de plus en plus aller vers ce que l'on a appelé gentiment de la recherche orientée. La recherche orientée. Orientée par qui, comme elle le dit elle-même? Orientée par des fonctionnaires, orientée par des politiciens, qui donnent des orientations, c'est-à-dire qui ont inventé un terme formidable, à la fois moral, politique, c'est la pertinence de nos recherches. Ce grand terme, maintenant, il guide tout. Et comment être contre la pertinence de la recherche lorsqu'elle est subventionnée par les fonds publics? Eh bien, la pertinence de la recherche, dans l'économie du savoir, c'est notre piège. Mais nous sommes tous piégés parce que, en tant que chercheurs, nous allons vers ces organismes subventionnaires. Or, à mon sens, les organismes subventionnaires sont autant responsables de l'évolution que nous avons connue vers la recherche orientée que les fonds privés. Les fonds privés, ils sont privés, c'est normal. Mais les fonds publics, c'est autre chose. Et les organismes subventionnaires canadiens et québécois ont réorienté la recherche. Non. Nous sommes donc entrés dans une phase nouvelle depuis, je dirais, les 30 ou 40 dernières années. Une phase nouvelle à la fois de notre vie sociale, économique et politique, mais une phase nouvelle
pour nos institutions d'enseignement. Une phase nouvelle parce que nous sommes engagés dans une période où, selon certains de mes collègues chercheurs, nous sommes engagés dans une période où nous sommes sortis de ce qu'ils ont appelé la période exceptionnelle des trois décennies qui ont suivi la guerre mondiale. Ce sont de mes collègues américains qui ont développé cette observation, à savoir que lorsqu'on analyse l'évolution historique sur une longue période, on se rend compte que la période de l'après-guerre, 1945 à 1975-80, c'est, dans l'histoire humaine de nos sociétés, une période exceptionnelle, c'est-à-dire que par exception, pendant cette période, nous nous sommes préoccupés des inégalités sociales. Pendant cette période, nous nous sommes préoccupés de l'humanisme. Pendant cette période, nous avons essayé d'harmoniser l'utilitarisme et l'humanisme. Mais cette période est finie. Nous sommes revenus à ce que mes collègues chercheurs américains appellent la norme historique. La norme historique, c'est-à-dire que nous acceptons maintenant les inégalités sociales, que maintenant la libre concurrence est devenue la philosophie, que maintenant l'État-providence doit être remis en question et que bien d'autres acquis doivent être remis en question. Nous sommes revenus dans la norme. Cette observation me trouble profondément parce qu'elle veut dire que le rapport parent, c'est la période exceptionnelle. Le rapport de Demers, c'est la norme. Et voilà dans la période dans laquelle nous avons à vivre. Et alors, quoi faire? Comment s'en sortir? Eh bien, c'est ici que je reviens à ma question. Pourquoi le cégep? Parce que, à mon avis, le cégep est une des institutions importantes dans cette période. Pourquoi? Pour 2-3 raisons. La première, c'est que le cégep demeure, en 2015, un des monuments qui ont été construits, élaborés pendant la Révolution tranquille et qui est encore là. Il est encore là à peu près tel qu'il a été créé. Le cégep est donc, à mon avis, un lieu où on est en quelque sorte en contact avec les intentions, les objectifs de la Révolution tranquille. C'est-à-dire les objectifs d'accessibilité, les objectifs d'un enseignement supérieur de plus en plus haussé, et finalement d'un objectif où l'égalité des chances est donnée à la fois à tous les étudiants, l'égalité des chances de bénéficier d'une culture générale. Et que cette culture générale n'était pas le propre n'était pas faite que pour les étudiants qui s'en allaient à l'université, mais que la culture générale était aussi un droit pour tout étudiant. Le cégep est important en deuxième lieu à mes yeux parce que c'est un lieu en particulier où maintenant se fait l'enseignement des sciences sociales et des sciences humaines. Et je le dis, cet enseignement des sciences sociales et des sciences humaines, vous le faites bien. Ce n'est pas pour vous flatter que je dis ça. J'ai passé tous mes examens, je n'en ai plus besoin. Mais ce qui me frappe, je tiens à le dire, ce qui me frappe, c'est que depuis bien des années, j'ai eu l'occasion de questionner mes étudiants de l'époque à l'université sur leur parcours. Et
je dirais que 9 étudiants sur 10 m'ont toujours dit que leur passage au cégep était pour eux un moment exceptionnel. Que le passage au cégep avait été pour eux un moment d'orientation ou de réorientation, que c'est au cégep qu'ils avaient appris à travailler, que c'est au cégep qu'ils avaient appris à entrer dans un monde sérieux, en quelque sorte. Je n'ai à peu près jamais entendu de critique de la part des étudiants du cégep. Et j'ai questionné aussi sur vos cours de philosophie et sur les cours de sociologie par mes anciens étudiants. Et en général, je peux dire que la très grande majorité des étudiants on considère avoir reçu un enseignement de sciences sociales qualifié. Quand on revient sur le passé et qu'on pense au personnel qui a commencé à ouvrir les cégeps en 1967-68, et ce qu'est devenu le cégep aujourd'hui avec les professeurs qui sont là, c'est un autre monde. Et ce qui fait la chance du cégep, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes nombreux. En 1960, les professeurs de philosophie, on les comptait sur les doigts de la main, les professeurs de sociologie également, les professeurs de sciences politiques également. Et finalement, le cégep est, à mon sens, un lieu de réflexion critique remarquable. Bon, je n'invoque pas nécessairement, mais je l'évoque quand même, les grandes manifestations de 2012, dans lesquelles ce sont des professeurs de cégep qui ont été les plus engagés, pas mes collègues de l'université. Bien sûr que non. Et ce sont plus les professeurs de cégep qui, à mon sens, ont développé avec leurs étudiants la relation la plus riche qui permet cette réflexion critique, sans qu'elle soit considérée comme imposée d'autorité. Je suis toujours frappé dans les visites que je fais, j'ai visité un bon nombre de cégeps dans les dernières années de ma vie, j'ai toujours été frappé par le fait que dans les cégeps, la relation entre les professeurs et les étudiants était beaucoup plus près, était beaucoup plus proxime que celle de l'université. Et donc, il y a là une richesse humaine que le cégep possède. Remarquez que l'avenir du cégep est toujours quand même difficile. Il y a quelques semaines, il y avait un article publié dans le Devoir qui s'intitulait « La mission des cégeps en péril ». Vous avez peut-être lu cet article-là. Et le journaliste du Devoir écrivait à cette occasion « Depuis quelques années, les cégeps se démènent pour s'arrimer aux volontés du gouvernement. Par exemple, afin d'adapter les formations offertes aux demandes du marché de l'emploi. » Voici la perspective adoptée par le journaliste. Cette adéquation formation-emploi constitue d'ailleurs l'une des priorités de la Fédération des cégeps cette année, telle que annoncée par son président. Eh bien, devant cette manière d'aborder le cégep, ma réaction est la suivante. Heureusement qu'il y a le colloque d'aujourd'hui. Car j'ai toujours cru que ce ne sont pas les administrateurs qui font l'université, ce sont les professeurs. J'ai toujours cru que ce ne sont pas les administrateurs qui font les cégeps, ce sont les professeurs, c'est-à-dire ceux qui tous les jours sont en contact avec les étudiants dans les salles de cours, dans les passages, dans les couloirs. C'est pour cela qu'il est important que les professeurs comme vous, pendant ce colloque, prennent la parole. Merci.
Merci, monsieur. Alors, on ouvre une période de questions de 15 minutes. Il y a des micros à ma gauche, à ma droite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 3 interventions, s'il y en a 3, puis on va laisser M. Rocher répondre. Ce serait peut-être intéressant que vous nommiez avant de prendre la parole. Madame? Oui, bonjour, je suis Nadia Alexandre. Je suis fondatrice de Citizens in Action. Merci beaucoup, Monsieur Desrochers. Vous êtes la conscience de l'éducation au Québec. Merci beaucoup pour la commission parents. Et c'est dommage qu'on n'a pas étendu la gratuité scolaire des cégeps aux universités. C'est dommage qu'on n'a pas fait ça encore. Et malgré le néolibéralisme qui s'étend partout dans le monde, il y a encore des pays scandinaves qui offrent la gratuité scolaire aux universitaires. Je voulais aussi dire que je suis outrée de la commercialisation de chaque aspect de notre vie. Il faut faire une deuxième révolution pour contrer les effets de cette commercialisation de chaque aspect de notre vie. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Monsieur? Bonjour, Frédéric Julien, professeur de littérature. Vous n'avez pas parlé de littérature, mais je pense qu'on est là aussi. Puis d'ailleurs, merci de nous rappeler... Merci en tout cas de nous rappeler en tout cas notre importance ou en tout cas notre valeur. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Vous avez parlé d'accessibilité, hein, qui était une des valeurs du rapport de la commission parents. Quoi répondre à ce que le rapport de Mers met de l'avant, c'est-à-dire l'accessibilité justement? Est-ce que c'est pas justement au nom de l'accessibilité que notre gouvernement veut, ou en tout cas le rapport de Mers, disons ça comme ça, veut justement abaisser les niveaux et tout ce que vous savez, là, je veux dire, autrement dit, qu'est-ce qu'on peut répondre au gouvernement, ou en tout cas au rapport de Mers, quand il met de l'avant justement l'accessibilité, alors que justement, vous en parliez tout à l'heure. Merci. Merci. Je vais prendre une dernière intervention. Oui, bonjour, Fabien Torres, professeur de sociologie au Collège Lionel Groulx. Merci de nous rappeler que nous évoluons dans un monument en dehors de la norme historique. C'est quand même assez un privilège quand même. Pas l'avocat du diable, mais peut-être... je me demande, alors vos amis historiens qui vous disent que nous sommes revenus dans la norme historique ont peut-être enseigné à mes amis qui me disent qu'effectivement la notion de rupture est peut-être pas la bonne. Moi je me pose beaucoup de questions là-dessus. Est-ce qu'on est dans un schéma cognitif qui nous perd à se penser dans une rupture? Manifestement, il y a peut-être une accentuation, une tendance, hein, comme diraient certains de nos collègues frétagiens, mais j'ai quand même l'impression que de se considérer comme une rupture sur le plan du savoir, notamment, alors je reviens un peu plus loin, notamment à partir des Lumières, nous amène finalement à nous considérer tout le temps, finalement, dans l'urgence. C'est peut-être un peu ça que je trouverais, qui participerait finalement à nous nuire plutôt qu'à en bénéficier. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ma question. Ça n'a pas l'air sûr. Est-ce que tu pourrais la reformuler en une phrase? Je ne suis pas philosophe. En une phrase. L'idée de rupture, est-ce que l'idée de rupture finalement est féconde sur le plan de séparation entre un savoir instrumentalisé et un savoir humaniste? Voilà. Oui. Premièrement, si on revient à la première question, bien sûr, la gratuité. Ce qui, à mon sens, a été très important dans l'histoire du développement économique du Québec, du développement intellectuel du Québec et culturel du Québec, c'est la gratuité au cégep, qui est en train d'être écorchée, malheureusement. Mais
c'était une des grandes décisions qui ont été prises en 1967-68, quand les cégeps ont été créés, c'était qu'ils deviennent gratuits. Les collèges classiques n'étaient pas gratuits. L'école normale n'était pas gratuite. Les instituts de technologie n'étaient pas gratuits. La gratuité introduisait une importante révolution et la gratuité était non seulement un fait, mais la gratuité du cégep était un symbole de l'accessibilité, de l'ouverture. Et ce fait est très important dans l'histoire du Québec. La commission parents a eu une faiblesse. Et il faut le reconnaître, elle a eu quelques faiblesses, la commission parents. Une de ces faiblesses, c'est de n'avoir pas recommandé la gratuité à l'université. Elle s'est laissée impressionner par les économistes, encore une fois, qui nous ont dit, écoutez, le Québec peut-il se payer la gratuité à l'université? Ceux qui vont à l'université vont faire de l'argent, etc. Bon, tous les arguments. Et là, ce que la commission parents a proposé, c'était que progressivement, nous allions vers la gratuité à l'université. C'était une faiblesse. Et je me souviens encore de nos discussions là-dessus et du consensus malheureux que nous avons adopté. Mea culpa, je ne me suis pas assez opposé à cela. Et donc, depuis 40 ans, nous avons, nous, les étudiants de nos collèges et de nos universités, ont engagé la lutte sur la gratuité à l'université. C'est un thème récurrent dans l'histoire québécoise et qui va le rester pour le moment, c'est certain. Il est très certain que nous n'allons pas vers la gratuité à l'université pour le moment. Mais à mes yeux, c'est toujours l'objectif vers lequel on devrait aller. Évidemment, si on se reporte au rapport de Mers, l'objectif de l'accessibilité, il est toujours présent dans les politiques, de l'éducation, que ce soit au Québec ou ailleurs. Il est bien évident qu'en particulier au Québec, nous vivons encore du retard que nous connaissions en 1960. En 1960, nous nous sommes réveillés en nous rendant compte que la population francophone du Québec était la moins instruite du Canada. C'était un fait choquant, mais c'était un choc. Et depuis lors, nous essayons de rattraper ce retard. Mais les autres continuent à avancer en même temps que nous, si bien que nous sommes toujours derrière. Les dernières études montrent qu'il y a une importante partie de la proportion de la population québécoise qui souffre d'un analphabétisme fonctionnel, on le dit, et c'est grave. Et je considère ce fait comme un certain échec de tout ce que nous avons voulu faire depuis 40 ou 50 ans dans notre système d'éducation. Donc, l'accessibilité devient importante, mais non seulement l'accessibilité, mais la qualité de l'enseignement. Et là, c'est là qu'on peut s'inquiéter de ce que peut proposer le rapport de Mers. Il ne faut pas que l'accessibilité soit pensée aux dépens de la qualité et des exigences. Au contraire, je crois que dans les années prochaines, nous devrons être pour nous plus exigeants que nous ne l'avons été. Que pour accéder à l'enseignement, il faudra être plus exigeant. Et en particulier, non seulement une exigence professionnelle, mais je dirais une exigence de la rhétorique. Il nous manque de la rhétorique. Je veux dire par là que nous, enseignants, devons nous préoccuper du grand déficit rhétorique de notre population québécoise. La population québécoise manque de mots en langue française. Il n'y a rien de plus triste que lorsque, à la télévision, on nous annonce qu'on va entendre le voisin
qui n'a rien à dire. C'est terrible. Et alors, que nous est-il arrivé? Pourtant, nous avions des cours de rhétorique autrefois. Je crois que nous avons perdu le sens de la rhétorique. Et cela, je pense, fait partie aussi de notre déficit esthétique. Nous ne vivons pas dans le beau au Québec. Nous vivons dans des édifices qui ne sont plus beaux. Nos écoles sont laides. Nos cours d'école sont laides. Nos caisses populaires sont laides. Nos institutions d'enseignement sont laides. Je crois que le fait de ne pas vivre dans la beauté fait que nous avons perdu le sens de la beauté de la langue française, à la fois dans le discours privé et le discours public. À ce sujet, comme bon professeur, je vous laisse comme lecture obligatoire un ouvrage de mon ami Jean-Denis Gendron. Jean-Denis Gendron, qui est un grand linguiste du Québec, qui est un homme de ma génération. Il a publié ses derniers ouvrages. Je n'ai pas le titre de cet ouvrage, mais Jean-Denis Gendron a analysé la relation entre le français du Québec et le français de la France. Et c'est fascinant, parce qu'il nous montre comment, après la défaite de la France, après 1763, le français parlé ici et le français parlé en France étaient le même. Et puis subitement, vers 1840, des Français venant ici se rendaient compte que les Canadiens ici parlent en paysan. Mais que s'était-il passé? Nous n'avions pas changé notre langue. Ce sont les Français qui ont changé. La Révolution française a changé le français de France. Le français de France de 1840 n'est plus celui qu'on parlait en 1760. Parce qu'il y a eu un changement de classe sociale important. Et ce changement de classe sociale, nous n'avons pas connu au Québec. C'est bien que ce n'est pas nous qui avons changé de français. C'est les Français qui ont changé leur français. Mais ce que montre à la suite de cela Jean-Denis Gendron, c'est comment nous avons fait des efforts au Québec dans nos collèges classiques, au début du 20e siècle, pour développer un bon français. J'ai été membre, quand j'étais collégien, de la Ligue du bon parler français, qui était très importante. Et Jean-Denis Gagnon explique comment. Il y a eu, à l'Université Laval et à Montréal, des hommes, des femmes qui ont amélioré la langue française québécoise. Et ce sont eux qui ont fait que, par exemple, s'est développé ce qu'on appelait le français de Radio-Canada, dans le temps qu'il était bon. Le français de Radio-Canada venait, par exemple, de l'école de Mme Odette, à l'époque, qui enseignait le français, qui enseignait la rhétorique. Eh bien, je dirais que nous avons perdu cela. C'est-à-dire que Mme Odette et M. Lassalle et Monsieur Ramel n'ont pas eu de successeur. On a abandonné le projet d'améliorer la langue française. Je vous signale qu'à mon sens, l'esthétique fait partie de la formation de la culture générale. Et l'esthétique en général. Et je voudrais qu'on ressorte de la poussière qui l'écrase, le rapport sur l'enseignement des arts de Marcel Rioux.
C'est un rapport très important. Et si, il y a 30 ans ou 40 ans, nous avions appliqué le rapport Rioux, nous n'aurions pas le déficit esthétique dont nous souffrons maintenant. Voilà. Donc, merci, M. Rocher. On va conclure la période de questions. Là, on a déjà dépassé notre temps, donc on vous remercie chaleureusement. J'inviterai maintenant les prochains panélistes, les panélistes de notre première table à venir me rejoindre à l'avant. Je vous laisse ma place. Merci beaucoup, M. Rocher.